Bonjour à toutes et tous. Je suis Didier Bellier-Gagnère, le nouveau délégué général de la FPI, et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce rendez-vous live FPI consacré à l'actualité fiscale sur les années 2021 et 2022. Donc pour m'accompagner au cours de ce webinaire, je suis entouré donc à ma gauche de Fabrice Peignet de la DHUP, Christophe Suchel, DHUP également. Nous avons 3 représentants de la DHUP. Monsieur Mathieu Fermine, du cabinet Francis Lefebvre. Benoît Amaille, de la DHUP également. Et Vincent Gorny, de BPCE. Donc, cette présentation, ce webinaire consacré à l'actualité fiscale va se répartir autour de 4 sujets, avec à chaque fois pour chaque sujet une présentation de l'un ou de l'autre de mes collègues ici présents, et ensuite un jeu de questions-réponses. Donc nous allons traiter dans l'ordre. Donc d'abord un rappel, bien évidemment, sur l'actualité des mesures de soutien à la relance de la construction, premier thème, donc avec Christophe Suchel et Benoît Amaille. Ensuite, nous traiterons du sujet du financement des acquéreurs en 2022. Vincent Gorny donc, se chargera de faire une présentation. Nous traiterons en troisième partie des retouches au régime de la taxe d'habitation en 2022 avec Fabrice Peignet, qui est à ma gauche. La taxe d'aménagement. Et enfin, nous finirons avec les aménagements du régime de la TVA. Donc ce sera M. Fermine qui traitera de ce sujet. Donc voilà la présentation et le déroulé de ce webinaire. Donc je vais commencer par passer la parole donc à Christophe Suchel et Benoît Amaille pour traiter, comme je vous l'ai dit, de l'actualité des mesures de soutien à la relance de la construction. Donc une vingtaine de minutes et ensuite un jeu de questions-réponses de 5 minutes. Très bien, merci. Donc on va vous parler du Pinel, des exonérations de TFPB concernant le logement locatif intermédiaire et ensuite de l'ARCD et du fonds Friche. Donc le Pinel, je pense que c'est un dispositif que vous connaissez tous. Le premier dispositif de soutien à l'investissement locatif, qui est un dispositif suivi de près par l'État parce qu'il représente près d'1 milliard d'euros de dépenses fiscales en 2020 et il est attendu à 1,2 milliard en 2021 et un coût générationnel de l'ordre de 2,16 milliards pour à peu près 60 000 logements par an. Donc c'est un dispositif qui a fait l'objet d'évaluations nourries ces dernières années. Donc il y a eu un rapport de l'IGF et du CGEDD qui a été remis au Parlement en novembre 2019. Il y a eu un deuxième rapport qui n'a pas été publié mais qui portait des propositions sur l'évolution du dispositif. Tout ça, ça a conduit à des débats interministériels à l'été 2020. Il y a eu également une concertation avec les professionnels au mois de septembre-octobre 2020. Et tout ceci ayant débouché sur des dispositions qui ont été inscrites dans la loi de finances pour 2021, donc à l'article 168 de la loi de finances initiale pour 2021, qui a prorogé le dispositif de 3 ans jusqu'à fin 2024, tout en réduisant progressivement le taux de l'avantage fiscal auquel correspond ce dispositif. Et donc les taux actuels de réduction d'impôts qui sont de 12, 18 et 21% pour respectivement 6 ans, 9 ans et 12 ans, donc ça s'applique au prix de revient des logements, vont être ramenés en 2023 à respectivement 10,5, 15 et 17,5% et en 2024 à respectivement 9, 12 et 14%. Donc on a une baisse par palier du taux de la réduction d'impôts. Néanmoins, les taux de la réduction d'impôt seront maintenus pour les opérations portant d'une part sur les logements qui sont dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc en QPV, et d'autre part sur des logements qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères doivent être définis par décret. Voilà. Et donc on en vient au décret qui est en cours de discussion. Donc tout ce que je vous dis là n'est pas complètement arbitré, voire pas du tout sur certains points. Enfin, voilà. Donc le décret est assez compliqué parce qu'en fait, il faut tenir compte d'une assez grande diversité de situations. D'abord, on doit prendre en compte la localisation géographique du logement, puisque comme on doit prendre des dispositions qui sont supérieures à la réglementation, il faut qu'on se base sur la réglementation, et la réglementation elle est différente en France métropolitaine et Outre-mer. Et Outre-mer, elle est différente en fonction des collectivités que l'on prend en compte. Donc ça, c'est le premier sujet.
Du coup, on va avoir 2 décrets, un décret pour la France métropolitaine et un décret pour l'outre-mer. Ensuite, il faut prendre en compte, si je puis dire, le caractère du logement. Est-ce que c'est une construction neuve ou est-ce que c'est une construction ancienne, puisque c'est pas la même réglementation de construction qui s'applique. Et ensuite, on doit prendre en compte pour les logements neufs la date de dépôt de la demande de permis de construire, puisque les logements neufs construits après le 1er janvier 2022 se voient appliquer la RE 2020, contrairement à ceux qui ont été construits avant. Donc tout ça doit être... donc il y a différentes situations à prendre en compte. Tout ça est intégré dans le décret. Ce qui est prévu dans la loi, donc, comme je vous l'ai dit, c'est que ce dispositif qu'on appelle le Pinel+, il doit à minima avoir des critères de performance énergétique et environnementale. Donc déjà, je peux vous exposer ce qui est envisagé, mais encore une fois, c'est pas arbitré pour les critères de performance énergétique et environnementale. Et puis après, on va voir s'il y a d'autres critères qui sont prévus. Donc, pour le cas le plus classique, si je puis dire, qui sont des logements neufs dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2022. Pourquoi après le 1er janvier 2022 ? Parce qu'à ces logements s'appliquera la RE 2020. Donc ce qui a été décidé, c'est que pour les logements acquis à partir de 2023, dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2022, en France métropolitaine, là je vous parle que de la France métropolitaine parce que l'outre-mer, enfin je pourrais répondre aux questions sur l'outre-mer, mais comme il y a des dispositions spécifiques pour chaque collectivité, ça peut être un peu long. Donc le décret définit les niveaux de performance énergétique et environnementale minimale qui sont basés sur les jalons 2025 de la RE 2020. Donc en gros, en 2023, on vous demandera d'être au jalon 2025 de la RE 2020. Et en 2024, on vous demandera de respecter cette condition et on en ajoute une qui est un DPE classe A. Ça, c'est pour le logement neuf, dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2022. Pour les logements neufs dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2022, donc auxquels ne s'applique pas la RE 2020. On prend des dispositions qui sont basées sur le référentiel E+, C-, qui est un référentiel qui avait été utilisé pour préfigurer la RE 2020. Et donc là, on prend deux indicateurs qui sont un petit peu sensiblement plus exigeants que la RT 2012, puisque la RT 2012, c'est la réglementation normale. Donc un indicateur bilan BPOS et un indicateur portant sur la quantité des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie. Donc ça, c'est pour les logements neufs. Et il y a aussi le cas des logements anciens. Donc les logements anciens, en fait, c'est soit le Pinel ancien classique, soit les transformations de bureaux à logement, soit, il y a un troisième cas, c'est les deuxième et quatrième bandes du B du 1 de l'article 199 TOVIS, pour lesquels on ne peut pas appliquer ni la RE 2020, ni la RT 2012, ni le E+, C-. Donc là, on exige simplement le respect d'une classe B du DPE. Donc voilà pour les logements en métropole, pour les critères de performance énergétique et environnementale. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais j'ai essayé de... Ensuite, donc ça c'est la couche minimale qui est imposée par la loi. Ensuite, le pouvoir réglementaire a la liberté de rajouter des critères. Donc il a rajouté des critères relatifs à la qualité d'usage et de confort qui lui ont été inspirés par notamment le rapport de messieurs Girometti et Leclerc. Et donc sur les propositions de référentiel proposées par messieurs Girometti et Leclerc, à ce stade, mais encore une fois tout cela n'est pas arbitré, il y en a 3 qui sont proposés. Un critère de surface par typologie de logement, donc une surface minimale. Donc, je peux vous les donner, mais c'est les mêmes que ceux qu'il y a dans le rapport Girometti-Leclerc. Donc 28 mètres carrés pour un T1, 45 mètres carrés pour un T2, 62 pour un T3, 79 pour un T4 et 96 pour un T5. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la présence d'espaces extérieurs privatifs ou à jouissance privative. Voilà. C'est pas arbitré tout ça. D'accord. Qui constitue donc c'était un élément important dans des propositions. Et le troisième critère, c'est l'existence d'une ouverture sur l'extérieur de type fenêtre ou porte-fenêtre sur au moins 2 façades d'orientation différente, mais ça c'est uniquement pour les logements de type T3 et plus. Voilà. Donc ça c'est le dispositif qui est envisagé pour la métropole. Donc critères de performance énergétique et environnementale et critères de qualité d'usage et de confort. Et ensuite, donc il y a un décret pour l'outre-mer. Donc pour l'outre-mer, il n'y a pas de RE 2020, il n'y a pas de référentiel E+, C-, il n'y a pas de DPE applicable. Donc là, on a des critères un peu spécifiques pour la performance énergétique et environnementale qui sont basés sur la RTA, la réglementation thermique, acoustique et d'aération pour les DROM. Et puis pour les autres collectivités, on a des propositions ad hoc.
Et puis on a les mêmes critères de qualité, de confort et d'usage qu'en métropole. Donc les 3 critères que je viens d'énoncer. Voilà l'architecture générale du dispositif dit Pinel+, qui est envisagé et donc dont on souhaite la publication la plus rapide possible. Mais comme vous l'avez vu, c'est pas simple. Et en plus, ça donne lieu à des discussions avec différents acteurs, dont des discussions interministérielles. Donc voilà pour le Pinel. Alors après, très brièvement, je peux dire 2 mots d'autres dispositions qui ont été inscrites en loi de finances et qui reprennent un petit peu des propositions de la commission Rebsamen, qui sont l'exonération de TFPB la compensation intégrale par l'État aux collectivités locales pendant 10 ans de la perte de recettes liée à l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties dont bénéficient donc les logements locatifs sociaux, et ce pour tous les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un agrément entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026, qui correspond à peu près au terme du mandat des élus locaux actuels. Donc voilà ce qui est inscrit dans la loi. Enfin, je pourrais développer davantage si vous le souhaitez. L'objectif, il est clair, c'est simplement de lever la désincitation pour les élus locaux que représente cette perte de recettes importante, surtout au moment où la taxe d'habitation a été supprimée, donc ils ne peuvent plus compter que sur la taxe foncière. Et puis dans la même logique, donc lever une désincitation pour les élus locaux, a été repris donc une proposition qui figurait dans le rapport de la commission Rebsamen, mais qui en fait avait été arbitrée avant déjà, puisqu'il y avait eu un rapport spécifique sur le logement locatif intermédiaire, et qui est la création d'un crédit d'impôt pour compenser l'exonération de TFPB pour le logement locatif intermédiaire. Donc le logement locatif intermédiaire, il bénéficie à la fois d'un taux réduit de TVA de 10% et d'une exonération de TFPB pour une durée de 20 ans. Et donc cette exonération de TFPB, on va lui substituer une créance à l'impôt sur les sociétés d'égal montant et pour la même durée que l'exonération de TFPB. Donc de telle sorte que ce soit neutre pour les opérateurs de LLI. Et donc finalement, ça revient à transférer la charge des collectivités locales vers l'État. Voilà ce que je peux dire rapidement, mais je pourrais répondre à des questions. Merci beaucoup. J'en profite avant de passer la parole à Christophe Suchel, de repasser un message auprès de tous ceux qui nous écoutent et de leur dire de ne pas hésiter à pousser des questions, puisque je me ferai l'interprète de toutes les questions qu'ils pourront pousser sur les différents sujets que nous allons aborder. Donc, merci pour toutes ces précisions sur le Pinel et puis les mesures liées avec les conclusions de la commission Rebsamen. Donc je me tourne vers Christophe Suchel pour évoquer les sujets notamment de fonds friches et puis de l'aide ce que je dirais, moi j'appellerais l'aide aux maires constructeurs. Mais justement, c'est peut-être plus subtil que ça, donc je tends un peu la perche. Voilà, très bien. Je ne sais pas si c'est plus subtil. En tout cas, c'est un petit peu différent, donc on aura l'occasion d'y revenir. Juste pour signaler que ces 2 mesures qui ne sont pas deux mesures fiscales, donc c'est des mesures qui viennent évidemment favoriser l'aide à la construction. La première, c'est l'aide à la relance à la construction durable. Alors, c'est effectivement fondé au départ sur ce qu'on avait appelé en 2015-2016 l'aide aux maires bâtisseurs, parce que ça vise justement à aider les collectivités qui sont proactives dans l'accompagnement des projets de production de logements. Les collectivités, principalement les communes. Donc ce qui est visé sur cette mesure, c'est d'aider les communes dans le développement de l'offre de logement, mais avec un deuxième objectif complémentaire qui est que développer des opérations sobres en matière de foncier. Et là, on rejoint les objectifs qui sont d'ailleurs maintenant inscrits dans la loi climat résilience, qui a été promulguée le 21 août 2021 et qui fixe une trajectoire de sobriété foncière, une trajectoire de lutte contre l'artificialisation et surtout un objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Donc ces 2 mesures de soutien visent principalement à pouvoir concilier l'objectif de production de logement avec cet objectif, cette trajectoire à plus long terme de sobriété foncière. Alors l'aide à la relance de la construction durable, qui n'est pas l'aide aux maires bâtisseurs, c'est une aide qui est versée aux communes et qui est fondée sur 2021 sur un dispositif qui est complètement automatique,
qui est lié à l'exploitation des autorisations d'urbanisme qui ont été délivrées entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. Et donc est pris en compte dans cette aide le nombre de mètres carrés produits de logements au-dessus d'un seuil de densité. Ce seuil de densité étant défini nationalement par catégorie de communes, je dirais de contexte urbain équivalent. Donc il y a 5 catégories, 5 seuils de densité. Et tous les permis de construire qui ont permis la production de logements au-dessus de ces seuils de densité font l'objet d'une aide qui est de 100 € par mètre carré, avec des bonus en cas de contractualisation avec l'État ou en cas de transformation des bureaux en logements. Donc ça, c'est l'aide 2021. Pour 2022, est intervenu entre les deux, ce qu'évoquait Benoît tout à l'heure, le travail de la commission de François Rebsamen, qui a conclu à dire que, il était absolument nécessaire évidemment d'aider les communes dans cet effort collectif de relance, mais également à pointer du doigt que l'aide à la relance de la construction durable 2021, de par son caractère automatique, n'avait pas l'effet de levier d'une implication forte des communes, puisqu'il n'y avait aucun acte positif de la commune pour recevoir l'aide. Donc l'évolution du dispositif en 2022 a conduit le gouvernement à choisir de passer d'une aide complètement automatique à une aide contractualisée. Voilà, donc l'aide à la construction durable est une aide qui est financée dans le cadre du plan France Relance pour une enveloppe totale de 350 millions d'euros, séparée en deux entre 2021 et 2022. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On est entre les deux aujourd'hui. Donc l'exploitation des données sur 2021 a été faite, a donné lieu à un décret puis à des arrêtés qui ont déterminé le montant des aides sur toutes les communes bénéficiaires. Et maintenant, les services sont en train de verser l'aide. Il y en a pour 142 millions qui va être versé aux communes bénéficiaires au cours du mois de novembre et jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, on va dire, pour 2021, l'exercice comptable est en cours et se passe plutôt bien aujourd'hui. Pour 2022, on est dans une phase où a été donnée instruction au préfet de lancer donc une contractualisation en recentrant l'aide sur les communes les plus tendues. Donc les communes bénéficiaires seront ceux qui seront en zone A, A bis et B1, avec une contractualisation qui se fait au niveau de l'EPCI et qui implique toutes les communes volontaires. Donc à la différence de 2021, on est sur un mode contractuel et donc un mode volontaire. On ne force pas les communes, mais on les incite à contractualiser des objectifs de production qui seront fondés sur les PLH lorsque les PLH existent et qui sont exécutoires, ou sur d'autres objectifs contractualisés avec l'État qui peuvent être estimés par rapport au renouvellement du parc ou qui peuvent être estimés par rapport au flux de permis de construire qu'on retrouve sur les communes concernées. Donc cette contractualisation, elle est en cours. L'objectif, c'est de fixer des objectifs de logement globaux, puis des objectifs de logement sur des opérations de plus de 2 logements qui sont dans des opérations qui dépassent aussi un seuil de densité qui, pour le coup, est national et qui est de 0,8. C'est-à-dire que quand on fait le rapport entre la surface de logement et la surface de terrain, il faut que les opérations soient au-dessus de 0,8. Donc ce sont ces opérations qui seront éligibles. Ça, c'est le cadrage national. Et donc, à partir de ce cadrage national, les préfets se sont rapprochés des collectivités et commencent à enclencher les négociations sur ce fameux contrat. Et donc, avec, évidemment, puisqu'on est dans le plan de relance, un objectif d'accélération et donc une contractualisation qui doit être effective jusqu'à la fin du premier trimestre 2022, donc jusqu'à fin mars 2022. Voilà. Alors, sur ces deux dispositifs, nos services déconcentrés sont à la manœuvre et sont extrêmement mobilisés. Donc voilà, le travail sur 2022 s'est enclenché et sera finalisé au début de l'année prochaine. Voilà pour la partie ARCD. On peut développer dans le cadre de questions. Sur le fonds friche. Alors, sur le fonds friche, on est également dans les mêmes objectifs.
On est sur une mesure qui est une mesure du plan France Relance et qui initialement bénéficiait d'une enveloppe totale de 300 millions d'euros. L'objectif du fonds Friche, c'est de prendre en compte le fait que certains fonciers ne sont pas, ne peut pas être mis sur le marché sans un effort supplémentaire de la puissance publique pour régler les problèmes de démolition, de remise en état, d'accessibilité, de dépollution des friches, qui sont des friches situées en milieu urbain, des friches construites et sur lesquelles finalement faire des opérations de production de logement n'impacte pas l'objectif d'étalement urbain, enfin de lutte contre l'étalement urbain que j'évoquais tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est donc de pouvoir, sur la base du bilan économique d'une opération d'aménagement ou de construction, de voir toute subvention de droit commun pris en compte, de voir quel serait le montant supplémentaire d'aide à accorder à ces opérations pour que l'opération puisse en fait se faire. Donc il y a eu, sur la base de cette première enveloppe, une première série d'appels à projets qui se sont déclinés dans les régions, qui a eu un succès assez phénoménal, puisqu'on a eu plus de 1200 demandes pour un montant total de subventions demandées d'1,6 milliard. On a dû, donc les services, les régions ont dû sélectionner les projets. On a eu donc au cours de cette première phase de sélection près de 600 lauréats, avec une enveloppe totale de 340 millions, partagée entre une part qui est prise en compte par l'ADEME et puis une part par nos services déconcentrés, l'ADEME se concentrant sur les objectifs de dépollution. Un deuxième appel à projet a été lancé sur une base de crédits supplémentaires. Il y a eu donc une volonté, compte tenu du succès, et une annonce d'un complément d'enveloppe pour porter l'enveloppe de 350 millions à 600 millions au total, et donc un deuxième appel à projet qui également a eu beaucoup de succès, puisqu'on arrive à 500 lauréats pour une enveloppe de l'ordre de 310 millions. Donc, aujourd'hui, la contractualisation sur le premier appel à projet s'achève. La contractualisation sur le deuxième appel à projet est en cours. Et le président de la République a annoncé la pérennisation du dispositif. Donc on est en train de travailler sur cette pérennisation pour 2022. Avec un montant d'aide à déterminer et puis des modalités qui pourraient être soit de nouveaux appels à projets, soit des compléments, puisque comme je le disais, on n'a pas pu prendre tous les lauréats. Donc voilà, on en est sur le fonds Friche. La DHUP est vraiment très satisfait du succès qu'a eu ces deux mesures, mais notamment la dernière, puisqu'il répondait vraiment à des attentes locales. Voilà, on pourra peut-être dans les questions aller au-delà sur ces deux mesures. Mais voilà, globalement, deux mesures pour accompagner l'aide à la relance de la construction. Parfait. Merci beaucoup, c'est très clair, à la fois sur le Pinel et sur ces différentes aides. Je reviens sur le Pinel, quelques questions sont tombées. La première, vous savez, c'est toujours les questions de faits générateurs, notamment dans le cadre de la VEFA, c'est des sujets qui intéressent beaucoup nos adhérents et les promoteurs. Donc la question suivante, c'est pour les logements vendus en VEFA, quel est le fait générateur retenu ? Est-ce que ce sera le contrat de réservation ? Est-ce que c'est un acte de vente ? Qu'est-ce qui déterminera en fait l'entrée en vigueur des dispositions du Pinel Plus ? C'est le même fait générateur qu'aujourd'hui, donc je pense que c'est l'acte de vente. Ce sera l'acte de vente, ça reste l'acte de vente. En tout cas, on ne change pas sur ce point. D'accord, rien de nouveau, on continue sur... Il n'y a pas de modification législative sur ce point. En fait, le dispositif continue sa vie, et il y a juste cette petite spécificité qui est rajoutée. D'accord, ok. Merci pour cette précision. Une autre précision toujours sur le Pinel Plus. Vous avez parlé de superficie. Il y a plusieurs critères ou modes de calcul. Est-ce que vous retiendrez la surface utile ou est-ce que vous retiendrez la surface habitable ? Si vous ne pouvez pas répondre, vous pouvez très clairement. Je peux tout à fait répondre, parce que je vous ai dit en introduction que rien n'était arbitré. Rien n'était arbitré. Ce point n'est pas davantage arbitré que les précédents.
Néanmoins, il est quand même extrêmement probable que ce soit la surface habitable qui soit retenue, parce que c'est dans la logique du rapport Girometti-Leclerc, on parle bien de surface habitable. Surface habitable, d'accord. Absolument. Ouais. Ok. Enfin, vous parliez de la typologie Pour la typologie des logements. Non, mais tout à fait. pour l'intérieur, là. Je parle pas Oui, des oui, espaces privatifs. Oui, tout à fait, ouais. Pas pour les espaces extérieurs, oui, pour l'intérieur, c'est assez logiquement la surface habitable. C'est d'ailleurs la seule surface qui est connue du CCH. Alors après, effectivement, dans le CGI, il y a la surface utile, mais la surface utile, elle est déterminée pour fixer les plafonds de loyer. Et c'est assez logique qu'on retienne la surface utile pour fixer les plafonds de loyer, parce que cette surface utile, elle permet d'incorporer de manière plafonnée, mais les annexes, etc. Mais les annexes ne contribuent pas particulièrement, enfin les surfaces d'annexes, à, comment dirais-je, la qualité de vie que l'on trouve parce qu'on a une plus grande chambre ou plus petite. C'est pas parce qu'on a une cave que, enfin, voilà, on sera mieux dans sa chambre, parce que la chambre sera suffisamment grande. Oui, ok. Ouais. C'est un peu la logique de ce qui est inscrit dans le rapport Girometti-Leclerc. Mais c'est pas arbitraire. J'allais dire, rien n'est arbitré, mais bon, le poids du corps, ou en tout cas, vous penchez beaucoup plus sur la surface habitable que sur le... Moi, vous savez, quand je dis vous, c'est... Moi, je m'occupe de la fiscalité, donc là-dedans, je mets ce qu'on me dit de mettre, mais je suis pas un grand expert de ces questions. Donc, j'irai pas plus loin sur ce sujet. Est-ce que vous avez un peu une date prévisionnelle de publication du projet de décret ? Eh bien, écoutez, on souhaite aller le plus vite possible. Alors, effectivement, ça fait peut-être longtemps qu'on vous dit ça, mais comment dirais-je ? Dans la mesure où c'est une mesure qui entre en vigueur en 2023, tous les acteurs concernés ne sont pas forcément pressés, et n'ont pas forcément mis en tête de leurs priorités. Enfin, quand je dis tous les acteurs concernés, comme c'est un décret, il est signé par différents ministres. Il n'y a pas que le ministre du Logement qui le signe. D'une part, et d'autre part, c'est assez technique. Et enfin... voilà, il y a des consultations à mener. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi pour l'instant en tout cas c'est ce qui est choisi, d'avoir deux décrets, un décret pour la métropole et un décret pour l'outre-mer, pour essayer d'aller plus vite pour la publication du décret métropolitain, parce que on ne serait pas obligé de saisir toutes les collectivités ultramarines. Enfin, je dis on n'est pas obligé, enfin on choisit de ne pas les saisir sur le décret métropole, ce qui permettrait d'aller plus vite. Moi, je ne peux pas vous donner le calendrier, enfin c'est quasiment finalisé, mais tant qu'on n'a pas le retour des autres ministères signataires, toujours une incertitude. D'accord, ok. Mais l'objectif, c'est que ce soit publié très rapidement, dans le mois qui vient. Enfin bon, j'aurais peut-être pas dû dire ça, parce que je suis pas sûr qu'on y arrive, mais voilà, c'est l'objectif. Générer de fortes attentes. Non, mais vraiment, on met la pression pour déboucher sur ce décret. Néanmoins, on n'est pas les seuls. Ok, d'accord. Bon, merci pour tous les efforts que vous faites. Et on espère qu'ils seront couronnés de succès. Je me retourne vers Christophe Suchel, notamment sur l'aide à la construction. Vous avez dit qu'on rentrait dans une phase de contractualisation avec les collectivités. Est-ce que, ou plutôt, comment savoir avec quelle collectivité l'État aura contractualisé ? Est-ce que c'est une information qui sera rendue publique ? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un arrêté de publier ? Que sais-je ? Alors, il n'y a pas de... Alors, contrairement à la RCD 2021, où on a un dispositif réglementé avec un décret du 11 août 2021, puis des arrêtés d'application, on n'est pas du tout sur le même dispositif. Donc il n'y a pas d'encadrement réglementaire sur le dispositif qui est contractuel. Et par ailleurs, et c'est la volonté à la fois du gouvernement et aussi la recommandation de la commission de François Rebsamen, on est sur quelque chose qui est contractualisé. Donc on fait confiance aux acteurs locaux, communes, PCI et préfets. Donc à partir de là, donc il y aura pas, pour répondre précisément à votre question, il n'y aura pas un arrêté qui fixera la totalité des contrats, etc. Par contre, évidemment, nous, on doit rendre compte de l'efficacité de la mesure par rapport au plan de France Relance, qui est d'ailleurs financé dans le cadre des crédits européens. Donc on a rendu compte, et évidemment, on se met en position de pouvoir répertorier au moment où on pourra l'ensemble des contrats avec les objectifs et avec les montants d'aide qui seront associés. Sachant que ce que j'ai pas dit, c'est qu'on est sur une période qui est du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, et donc on aura
la finalité des aides qui seront versées qu'après le 31 août 2022. Donc on aura l'état des lieux du dispositif simplement en fin d'année prochaine. Donc oui, il y aura très certainement une publication. Aujourd'hui, on sait que ça bouge dans certains territoires. Bon, on a eu des échos à Rennes, à Clermont-Ferrand, on sait que sur le Grand Lyon, les négociations sont en cours. Voilà, mais aujourd'hui, j'ai pas de vision exhaustive de la situation, encore une fois, d'une contractualisation qui vient de démarrer. D'accord, ok. Une question, je pense, sur le fonds Friche, mais vous me direz si c'est vraiment le fonds Friche ou pas. L'aide qui a été évoquée sur le financement des équipements publics, est-ce que, ou plutôt pour être plus précis, est-ce que les aides peuvent porter sur des équipements publics ou est-ce que c'est une aide globale aux communes? Alors, c'est une aide qui est... Alors là, ça fait référence à l'aide à la relance à la construction publique, hein, donc, durable, pardon. Okay. Et donc, c'est pas le fonds Friche. Hein. Okay. Le fonds Friche, c'est une aide à l'opération. Globale, d'accord. Globale, tandis que l'aide à la relance à la construction durable, c'est une aide aux maires. Et donc, l'aide aux maires a vocation à financer des équipements pour l'accueil des habitants ou des aménités urbaines, espaces verts. Donc c'est ça l'objectif. Et donc ça viendrait normalement dans la section investissement des communes, mais avec une liberté de choix dès lors que ça rentre dans cette grande thématique d'équipement public au service des nouveaux habitants. D'accord. Donc une aide semi-fléchée. Une aide semi-fléchée, oui, une aide semi-fléchée. Pour la RCD 2021, il n'y a pas de contrôle prévu sur ce qui est fait sur l'aide. Il y a une volonté d'avoir une certaine liberté donnée aux communes. D'accord. Vous l'avez dit, mais je repose la question. On peut donc s'attendre, là cette fois-ci sur le fonds Friche, mais on peut s'attendre donc à de nouveaux appels à projets en région. Ouais, alors, puisque c'est un dispositif qui apparemment est pérennisé. Il faut qu'on travaille sur ce sujet de pérennisation qui n'est pas simple. Après, les nouveaux appels à projets, on est content d'avoir des résultats, mais on entend aussi les territoires qui sont abreuvés d'appels à projets. Tous ne sont pas en capacité d'y répondre, donc il y a aussi ça qu'il faut qu'on prenne en compte. Donc voilà, je ne peux pas aujourd'hui m'engager sur est-ce qu'il y aura un nouvel appel à projet ou pas. Voilà, on travaille sur ce dispositif de pérennisation. D'accord. Une dernière question, je connais un petit peu votre réponse ou la façon dont vous répondrez, mais je vous la pose quand même. Sachant que la question de la double orientation, c'est aussi une question de renouvellement d'air, est-ce qu'il serait possible de substituer les deux orientations par des solutions de ventilation double flux qui ont le double avantage de filtrer l'air et de le renouveler en permanence? Comment vous dire? Je crains de vous décevoir à nouveau, même si tout est possible, puisque rien n'est arbitré, mais bon. Je ne suis pas certain que ce soit vers cette orientation que l'on s'oriente. Enfin, oui, on peut dire ça comme ça. Oui. Ouais, d'accord, ok. Merci infiniment. Je vais vous redonner vos titres, enfin même donner vos titres, parce que je vais aller un petit peu vite peut-être dans la présentation. Donc nous étions avec Benoît Hamel, qui est adjoint aussi au sous-directeur du financement et de l'économie du logement et de l'aménagement, donc à la DHUP, et Christophe Suchel, adjoint au sous-directeur de l'aménagement durable à la DHUP également. Merci messieurs pour la précision de vos présentations. Nous allons passer maintenant avec Vincent Gorny, qui est responsable projet financement immobilier au sein du groupe BPCE. Et donc le sujet que nous allons évoquer maintenant, c'est le financement des acquéreurs en 2022, avec deux sous-titres, si je puis dire. Donc la prorogation du PTZ notamment, et puis un sujet tout aussi passionnant qui est l'impact du caractère contraignant des recommandations du Haut, je vais essayer de ne pas écorcher, du Haut Conseil, je crois, à la stabilité financière. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors déjà, s'agissant du prêt à taux zéro, de quoi l'on parle en termes de marché, quelques indications sur le marché 2021 et sur les perspectives 2022. À fin novembre de cette année, donc suivant les résultats qui ont été effectivement communiqués en conseil d'administration de la société de gestion du fonds de garantie, l'accession sociale que vous connaissez début décembre, eh bien, on constate que le nombre de PTZ octroyés et déclarés par les établissements jusqu'à la fin de l'année pourrait atterrir au niveau de 80 000 unités.
en hausse de 20% cette année par rapport à l'année dernière. Mais comme tout le marché, on est dans un phénomène de vague, c'est-à-dire que ces 20% viennent compenser un recul de 30% pratiquement en 2020. Et donc on a effectivement ce mouvement de va-et-vient, sachant pour les adhérents que sur ces 80 000 PTZ, on a 69% de PTZ neufs contre 66% l'année dernière, c'est-à-dire une hausse à peu près de 11 000 PTZ cette année par rapport à l'an dernier. Sachant que aussi là, on a en prêt à taux zéro un équivalent de ce que l'on peut constater sur le marché général, c'est-à-dire un recul du collectif dans les zones tendues, en A et B1, et comme vous le savez, la grande surprise, ça a été la reprise du marché de la construction de maisons individuelles, donc la reprise du prêt à taux zéro dans les zones B2C. Voilà, et donc le marché du collectif neuf dans les zones tendues a diminué de 5 points, passé de 44 à 39% à date. Voilà. Et donc on le sait, cette reprise du marché à la fois de la maison individuelle et d'autre part dans les mêmes zones, la difficulté de monter aujourd'hui du prêt à taux zéro dans l'ancien plus travaux, puisque les exigences DPE s'imposent maintenant à ce type d'opération, fait aussi que il y a eu ce mouvement de balancier entre PTZ anciens, plus difficile à mobiliser compte tenu des contraintes DPE, et le mouvement qu'on a observé donc sur la montée du prêt à taux zéro neuf. Ce qui veut dire aussi que dans le budget de l'État pour l'année 2022 qui prévoit une enveloppe de 400 millions, eh bien on pronostique finalement à peu près les mêmes résultats, donc on va prendre le même marché. 82 000 PTZ sont prévisionnellement projetés pour l'année prochaine, avec 70 000 PTZ neufs, donc un encouragement du marché du neuf, et puis 12-13 000 prêts à taux zéro dans l'ancien, si effectivement on arrive à remplir les contraintes dans le cadre des opérations d'accession, plus travaux. Voilà, quand on a donné effectivement ces éléments de marché, qu'est-ce qui va se passer sur le plan des règles maintenant en 2022 Ça sera ni plus ni moins que la même chose. On reprend les mêmes règles que l'année dernière et on recommence puisque donc en 2022 le PTZ donc dans le cadre de la loi de finances pour 2022 était déjà, j'allais dire, préexistant, donc il va se poursuivre. La nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est qu'on va lui rajouter une année de vie, donc il est prorogé non pas jusqu'à la fin de cette année, mais désormais jusqu'à la fin de l'année prochaine, donc fin 2023. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les règles du PTZ, les règles générales de quotité, etc. restent les mêmes. Il y a eu finalement, comme constaté, très peu d'amendements à la différence de l'année dernière déposés dans le cadre du prêt à taux zéro. Dès lors qu'on a su qu'effectivement il était prorogé, c'était déjà une bonne nouvelle. Donc il n'y a pas eu de tentative de mouvement, d'amélioration, soit de la quotité qui reste toujours de 40% en neuf et de 20% en ancien, pas non plus de tentative d'amélioration éventuelle de ces quotités sur tel ou tel marché en zone tendue ou plutôt en zone détendue, d'une part. Et donc on reste avec la même réglementation de prêt à taux zéro, sauf que il avait été annoncé qu'à partir du 1er janvier 2022, on allait changer de règle en matière d'appréciation des ressources des ménages. Je vous rappelle que le projet de loi de finances, la loi de finances de l'année dernière avait prévu en fait pour le 1er janvier 2022 ne plus faire référence au code de la construction qui lui avait donné comme référence de ressources pour le calcul pour l'éligibilité, la détermination à la fois de l'éligibilité des ménages et puis également leur calcul de type de PTZ en montant et en profil de remboursement, avait donné comme année de référence l'année N-2 par rapport à la date d'émission de leur offre de prêt. Et il avait été prévu l'année dernière qu'à partir du 1er janvier 2022, on allait prendre des ressources plus contemporaines à la date de l'offre de prêt, en ayant annoncé donc dans le cadre de la loi de finances que désormais, eh bien, effectivement,
le texte dit ce que l'on sait depuis toujours, c'est-à-dire que malgré tout, on apprécie les ressources à la date de l'émission de l'offre de prêt. Mais après, fallait-il encore déterminer quelles étaient les modalités. Ces modalités qui devaient être déterminées par décret à compter du 1er janvier 2022 ne sont pas déterminées puisqu'on n'a pas eu de décret. Voilà. Et donc le décret, il est reporté au 1er janvier 2023. J'espère que ça n'est pas effectivement un mauvais signe pour vos décrets annoncés, mais là on a des vraies difficultés. Alors, je ne m'engagerai absolument pas sur cette date de publication parce que vous savez comme moi que s'il n'est pas sorti, c'est parce que c'est très compliqué. Parce que c'est très compliqué, tout à fait. Alors on a effectivement, je pense... Bon. Il y a le contexte, je crois que ça n'a pas été effectivement complètement la priorité de tous d'aboutir dans ce décret. Il y avait d'autres priorités compte tenu du contexte sanitaire que l'on connaît, d'une part, et puis d'autre part, il y avait des vraies difficultés sur le sujet parce que choisir des ressources contemporaines pour déterminer l'éligibilité et le profil de ces ménages, comme on le fait déjà depuis maintenant pratiquement 2 ans, je crois, ou au moins depuis un... Oui, enfin ça commence en 2021, je crois, oui, mi-2021, de façon progressive. Ça aurait dû commencer bien avant. Bien avant, mais comme on le fait effectivement pour les aides sociales en général, c'est un peu plus compliqué pour ce qui est du prêt à taux zéro, puisqu'en matière de prêt à taux zéro, la décision est prise une fois pour toutes, avec un montant de prêt, un profil de prêt, et ce que l'on peut rattraper sur un trop perçu ou un trop donné en matière d'aide sociale, on ne peut pas le faire évidemment, nous banquiers, sur un trop donné en termes de prêt ou de profil mal calibré, ou même reprendre le prêt à taux zéro qui n'aurait pas dû être délivré à un ménage qui n'était pas éligible. Donc là, il y a effectivement une difficulté technique de reprise. Il y a effectivement une autre difficulté, c'est que la détermination de ressources contemporaines suppose des preuves, et que ces preuves ne vont pas être les mêmes pour toutes les catégories de demandeurs, parce qu'il n'en aura pas évidemment les mêmes justificatifs pour un salarié, pour un entrepreneur, etc. Et par ailleurs, cette détermination effectivement devient aussi... alors on s'est posé même la question effectivement de l'égalité devant la loi. Et puis, par ailleurs, il y a aussi finalement une difficulté pour les opérateurs et les banquiers de pouvoir déterminer rapidement, de façon fluide, les profils des ménages, puisqu'il va falloir leur demander des justificatifs qu'il faudra éventuellement corroborer par des preuves supplémentaires, etc. etc. Bon, les discussions ont été entamées par les banques, elles se poursuivront dès l'année prochaine, en espérant effectivement qu'on puisse aboutir sur une solution qu'on avait déjà peu ou prou connue, qui était de se dire, quand on a effectivement la preuve N-1, on la retient, et quand ça n'est pas possible, on reviendrait à du N-2, mais tout ça est encore une fois à continuer à débattre et discuter avec les pouvoirs publics pour arriver effectivement à une solution qui puisse convenir à tous. Maintenant, la rédaction du texte et de la loi de finances laisse ouvert cette possibilité, donc à suivre en 2022. 22, ok. Voilà Merci. pour le PTZ. Pour ce qui est maintenant des conditions dans lesquelles les banques vont pouvoir prêter aux acquéreurs ou aux investisseurs en 2022, alors on a beaucoup entendu sur les télévisions nationales le fait qu'il y allait y avoir des règles obligatoires, que le monde allait changer à partir du 1er janvier 2022 et que ça allait être plus difficile pour les acquéreurs. C'est évidemment oublié que ce qui devient obligatoire à compter du 1er janvier 2022 faisait déjà l'objet de recommandations antérieures auprès des banques, et par conséquent, le groupe Banque Populaire, Caisse d'Épargne, comme les autres banquiers, ont dû et se sont préparés à cette obligation qui va effectivement naître au 1er janvier 2022, et ont donc dû mettre leur production de crédit immobilier en conformité avec ces recommandations pour que les obligations soient respectées dès le 1er janvier 2022 et qu'elles n'encourent pas d'éventuelles sanctions par rapport à cette recommandation due au Conseil de la stabilité financière. Alors ces recommandations, on s'en souvient, on avait une bonne nouvelle déjà l'année dernière, c'était à peu près à la même époque puisque le Haut Conseil s'était prononcé, je crois, le matin même de notre rendez-vous FPI sur la loi de finances.
Et donc, les règles qui avaient été recommandées à l'origine en 2019, qui, donc, je vous le rappelle, étaient des règles à la fois à l'octroi du prêt, de respect d'un taux d'effort maximal, donc de 33%, d'une durée d'amortissement maximale de 25 ans à l'époque, et d'une marge de flexibilité sur laquelle je reviendrai, plus un dispositif un peu anglo-saxon qui consistait à calculer le nombre d'années de revenus par rapport à l'endettement du ménage, combien de temps il arrive effectivement à rembourser en combien d'années de revenus il arrive à rembourser son prêt. C'était effectivement une règle qui a d'ailleurs disparu dans les recommandations successives. Eh bien, on avait déjà une bonne nouvelle l'année dernière, c'est qu'on avait tenu compte du fait qu'une opération, notamment en neuf, ne se fait pas en amortissement direct, mais qui a un préfinancement, et par conséquent, on avait déjà obtenu 25 plus 2 années de différé l'an dernier. Donc ça, c'est une règle qui, bien évidemment, est maintenue. Donc le maximum, c'est 25 plus 2 qui donne déjà une souplesse. Si on sait que les durées de vie moyennes des prêts sont à entre 21, 22 ans, voire 23 maxi, on se retrouve effectivement avec quand même une marge de sécurité pour pouvoir allonger un peu cet endettement ménage, d'une part. Et puis, le taux d'effort lui-même avait été augmenté de 2 points, puisqu'on était passé de 33 à 35 à la même époque l'année dernière. Quant à la marge de flexibilité qui avait été également introduite à peu près il y a un an à la même époque, c'était la possibilité non pas de déroger au dossier du particulier systématiquement, mais c'était la possibilité de déroger en production totale, pour pouvoir effectivement avoir une marge de manœuvre, et ce à 2 titres, donc déroger sur 20% de la production totale à ces, on va dire, à ces maximum, mais sur des cibles bien particulières, c'est-à-dire au minimum donc supérieur ou égal à 80% des dossiers sur de la résidence principale, d'une part, et d'autre part, au minimum donc supérieur ou égal à 30% pour des primo-accédants. Et on voit donc effectivement à la fois le désir du Haut Conseil de limiter les risques, mais à la fois de ne pas vouloir, ou en même temps de ne pas vouloir brider la possibilité pour la primo-accession de se réaliser pleinement, puisque ça a toujours été, on va dire, une préoccupation des pouvoirs publics. Donc ces règles, ce sont les mêmes qui s'appliquent aujourd'hui, et qui ne changeront pas, qui ont déjà été appliquées et qui ont produit, j'allais dire, la production 2021 et qui donc n'auront pas d'influence, en tous les cas pas de différence à partir de 2022, puisque ces règles recommandées et appliquées, qui deviennent obligatoires, sont déjà appliquées. Alors pour vos adhérents à FPI, pour nos partenaires promoteurs qui commercialisent des programmes, nous on a cherché, on s'est rendu compte que cette fameuse application des règles limites 80-30 sur les cibles résidences principales et donc primo-accession nous posait quand même une question, c'est finalement qu'est-ce qu'on pouvait faire sur les autres cibles, parce que finalement c'était ça la préoccupation, et comment on contrôlait les autres cibles. Ça a donc fait l'objet de discussion, et notamment c'est la dernière recommandation du HCSF qui est sortie le 29 septembre et qui a donc rendu obligatoire le dispositif à compter du 1er janvier 2022, qui nous a permis d'éclaircir le sujet quant au fait que l'on ne regarde plus en maximum, mais en minimum, je veux dire, ce que l'on peut faire, c'est-à-dire quel est le seuil minimum, et donc par conséquent, ce qu'en dessous, on peut faire effectivement comme production dérogatoire. Et donc en production dérogatoire, ce que l'on a vu, c'est qu'effectivement, pour ce qui était de la primo-accession, ce qui ne sera pas conforme en primo-accession dans nos productions bancaires sera, j'allais dire, inférieur ou égal à 14% de notre production totale, d'une part, et d'autre part, et donc ça maintenant c'est un seuil qui est bien inscrit, et d'autre part, ce que l'on pourra faire également sur les autres cibles que la résidence principale, et là ça intéresse bien évidemment accessoirement la résidence secondaire, mais surtout l'investissement locatif, la marge elle est faible, puisque là le seuil inversé, c'est effectivement 4% du montant total de la production totale
qui peut effectivement se retrouver non conforme par rapport effectivement à cette norme de résidence principale. Donc ça va avoir évidemment des effets, et si on n'a pas aujourd'hui de vision sur les résultats en matière d'investissement locatif, on a peut-être effectivement autour de nous, on a peut-être vu effectivement des dossiers qui étaient refusés en investissement locatif pour des personnes qui pourtant avaient des capacités à contracter un nouvel investissement locatif et dont le dossier a été refusé parce que précisément la marge de manœuvre est très étroite avec ces 4% de seuil. Sur l'accession à la propriété en résidence principale, et je terminerai par là, eh bien effectivement là on a pu constater d'ores et déjà, notamment au travers des prêts à taux zéro, qu'on avait une baisse de 20% des prêts à taux zéro sur les ménages les plus modestes de la tranche éligible au PTZ, c'est-à-dire la tranche 1, entre 2019, date à laquelle on a commencé à appliquer ces recommandations, et 2021. Ce qui veut dire clairement que même si les volumes de production sont au rendez-vous en matière de crédit immobilier, on le sait, on va encore battre une année record cette année en crédit immobilier et en transactions immobilières, notamment sur le marché de l'ancien. On sait que le marché du neuf est un peu plus poussif. Eh bien, en matière d'accession abordable, ça va forcément avoir des impacts sur certaines cibles de ménages. Voilà. Et donc, il sera, à mon avis, très important dans les prochaines années, ça a déjà commencé, de voir comment on peut diminuer l'impact sur justement l'endettement, le taux d'endettement de ces ménages en matière de primo-accession. On a déjà des dispositifs qui ont émergé, j'ouvrirai simplement la fenêtre, de dispositifs de dissociation foncier bâti, finalement, qui permettent, comme le bail réel solidaire, qui permettent finalement de sortir l'endettement au titre du foncier et de l'étaler entre plusieurs preneurs successifs sur des très longues périodes, 99 ans d'une part, et puis d'autre part, je pense que tous les effets cliqués, tous les effets leviers, puisqu'on va jouer sur des seuils très précis, comme je les ai décrits, au pourcentage près, eh bien, tous les effets cliqués, tous les effets de levier vont être bienvenus pour effectivement permettre d'augmenter ou de freiner cette inaccessibilité au logement abordable ou à l'accession à la propriété d'un certain nombre de nos concitoyens. Et là, je dirais certaines primes, certaines aides, certaines subventions, certains prêts à taux zéro locaux, puisque des collectivités mettent en place des prêts à taux zéro avec nos établissements caisses d'épargne et banques populaires sur les territoires, et ceux de Lille à Marseille. Et bien, ces prêts à taux zéro locaux qui viennent s'ajouter aux prêts à taux zéro de l'État vont permettre effectivement cet effet levier qui permettra de sauver une partie de cette accession, de cette primo-accession un peu plus sujette à subir les conséquences de ces recommandations. Parfait. Merci infiniment. C'est très précis, très, très détaillé. Nous allons passer au sujet suivant. Il y a eu des questions, mais vous avez répondu au fil de l'eau à ces questions qui sont tombées, donc je ne vais pas vous les reposer. Donc si vous en êtes d'accord, donc on va passer au troisième sujet. Donc le sujet, donc cette fois-ci j'espère ne pas me tromper. Donc la taxe d'aménagement, c'est bien ça. C'est ça. Donc présenté par monsieur Fabrice Peignet, et vous êtes responsable de la réforme de la fiscalité, dématérialisation et autorisation d'urbanisme à la DHUP. À la DHUP. DHUP. Merci, bonjour à tous. Oui, je vais vous parler de l'actualité de la taxe d'aménagement. Une taxe qui existe depuis 2012, qui représente environ 1,5 milliard de ressources pour les collectivités locales, communes, PCI et départements, qui utilisent cette ressource pour réaliser des opérations d'aménagement, pour valoriser les espaces naturels sensibles et les CAUE, pour parler de l'ensemble des collectivités locales. C'est une taxe ancienne, mais pas si ancienne que ça. Pour autant, il a été décidé en 2019 par le Premier ministre de faire en sorte que cette taxe continue d'exister, mais soit liquidée et recouvrée par la DGFiP. Et plus d'un côté le MTE, le ministère de la Transition écologique, à travers les DDT, qui faisait la liquidation,
et des FIP locales qui faisaient le recouvrement. Donc, décision de 2019 qui est approuvée par un rapport de l'IGF et du CGEDD en 2020 qui montre que ça produira plus de simplicité, plus de synergie et qu'il vaut mieux qu'une taxe soit liquidée et recouvrée. C'est à peu près la plupart de la situation des autres taxes par la même administration et en l'occurrence l'administration fiscale. Fin 2020 a été inscrit dans le projet de loi de finances les premiers éléments pour ce transfert de la fiscalité, ainsi que d'autres mesures. Une première mesure sur l'exonération de taxes d'aménagement pour certains stationnements, ainsi qu'un assouplissement dans la majoration de la taxe d'aménagement. Deux points sur lesquels je vais revenir et je poursuivrai par le recouvrement, le nouveau recouvrement, enfin, c'est là où il y a des nouveautés, où il y aura des nouveautés par la suite. Sur la question du stationnement. À partir du 1er janvier 2022, les stationnements qui sont dans l'axe d'un bâtiment, dans l'axe vertical du bâtiment, que ce soit en dessous ou au-dessus du bâtiment, sont exonérés de taxes d'aménagement. Cela concerne les bâtiments pour du logement collectif, individuel ou de l'activité. Ça exclut les parkings dédiés. Un parking en silo ne peut pas bénéficier de l'exonération de cette taxe d'aménagement. Évidemment, c'est effectif à partir du 1er janvier 2022, donc j'ai vu que c'était une question. Il y aura le CERFA, enfin l'ADENSI plus exactement, la déclaration fiscale, inclura des modifications qui permettront de remplir afin que la liquidation de recouvrement puisse se faire en toute facilité. Pour ce qui est des stationnements et des exonérations de stationnement, la situation elle est variée. Pour les places de stationnement, je voulais parler des 3-4 types de taxation qui existent aujourd'hui ou exonération. Le premier, c'est les places de stationnement situées dans un espace clos et couvert. Là, il y a une taxation suivant la surface en mètres carrés. Les surfaces de stationnement qui sont situées dans un espace totalement clos et couvert dans la verticalité du bâtiment, là, il y a une exonération totale. Alors, totale de la TA, mais pas de la redevance d'archéologie préventive, ce qu'on appelle la RAP, parce que en plus, la RAP logement fait partie du transfert, alors que le morceau de la RAP culture, un morceau du ministère de la Culture, reste au ministère de la Culture. Voilà. C'est partie des joies, des transformations. Alors, donc la RAP donc, continuera à être taxée, mais pas, dans ce cas-là, la taxe d'aménagement. Et enfin, les deux derniers cas que vous connaissez en tant que promoteur, ce sont les places de stationnement situées à l'air libre, qui sont là taxées à la valeur forfaitaire, selon le nombre d'emplacements, et enfin les places de stationnement dans un parc de stationnement couvert faisant l'objet d'une exploitation commerciale. Là, dans ce cas-là, il y a une taxation suivant la surface en mètres carrés avec bénéfice de l'abattement à 50% de la valeur forfaitaire de la taxe d'aménagement. Donc l'idée qui évidemment a été celle du législateur en souhaitant la mesure dont nous parlons, c'est de lutter contre l'artificialisation des sols. C'est de dire que le stationnement doit être sous ou au-dessus, mais bon, la plupart du temps, ce sera sous les bâtiments, quels qu'ils soient. Dans le cas où il y aurait un permis de construire modificatif au 1er janvier 2022, est-ce que celui-ci bénéficiera de l'exonération de la taxe d'aménagement en faveur des places de stationnement intégrées au bâti? Oui, à partir du moment où voilà, l'obtention est après le 1er janvier 2022. Sur le deuxième sujet que j'évoquais tout à l'heure, l'assouplissement de la majoration de cette taxe d'aménagement. C'est l'article 141 de la loi de finances qui permet cet assouplissement, qui supprime ce qui existait auparavant, qui était l'obligation de proportionnalité entre la taxation
et les équipements financés. Ça, c'est supprimé. En revanche, la majoration des taux va toujours être soumise à un critère de nécessité. C'est-à-dire que c'est en fonction, il faut que la délibération prise au conseil municipal dans l'organisation délibérante qui augmente le taux de la taxe d'aménagement justifie cette majoration par des constructions très particulières qui doivent répondre à un besoin des habitants de la commune. Et cette majoration est applicable dès le 1er janvier 2022. Et elle a aussi une autre particularité, c'est que elle est plus ouverte à d'autres lignes de financement. Par exemple, les taux majorés peuvent financer des opérations de restructuration urbaine, de renouvellement urbain, de lutte contre les îlots de chaleur pour favoriser la biodiversité. Donc il y a un élargissement de ce que pouvait auparavant financer la taxe d'aménagement. Enfin, la réforme du recouvrement. Alors, cette réforme du recouvrement, au 1er septembre 2022, ce sont les DDFiP qui se chargeront de la liquidation et du recouvrement. Il y a encore des questions qui se posent à laquelle je ne peux pas répondre aujourd'hui, au cas où vous les auriez, sur les permis qu'on dit à cheval entre l'avant 1er septembre et l'après 1er septembre. C'est-à-dire un permis initial qui est instruit par une DDT et un permis modificatif, admettons 6 mois plus tard, qui serait, dans toute logique, traité par les services fiscaux de Bercy. Donc là, il y a des sujets de mise au point entre nos deux ministères. Une ordonnance et des décrets seront... Alors l'ordonnance, elle doit être publiée 18 mois après la loi, donc au plus tard en juin 2022. Elle aura aussi 1, 2 ou 3 décrets qui lui succéderont pour caler l'intégralité du process qui sera donc celui choisi entre le ministère de l'écologie et le ministère de l'économie. Ce qui change ou ce qui ne change pas en matière de recouvrement. Les modalités de calcul ne changent pas. Ça, c'est une chose. Le fait générateur, vous en parliez tout à l'heure, ne change pas non plus. Le fait générateur qui déclenche la taxe d'aménagement, c'est bien la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. D'accord ? Et la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, donc le permis de construire, le permis d'aménager, tous les types de permis déclenchent, est un fait générateur de la taxe d'aménagement. Un autre changement qui a occasionné pas mal de questions ces derniers mois auprès du ministère du Logement, c'est la notion d'achèvement. Parce qu'on utilisait la date d'exigibilité, ça c'est une chose qui change. Auparavant, elle était étalée dans le temps. Cette fois, elle est à un moment unique, c'est au moment de l'achèvement de travaux. Alors, dans notre ministère, l'achèvement de travaux, en général, se déclare avec la déclaration d'achèvement de travaux. Là, dans le cas présent, puisque Bercy reprend la compétence, Bercy applique ce qu'il fait déjà sur d'autres taxes, c'est-à-dire que ce n'est pas la DAACT qui sera ce qui engendrera l'exigibilité de la taxe en une seule fois, c'est la notion fiscale, c'est-à-dire une fois que le bâtiment, donc c'est l'article 1406 du Code général des impôts, qui dit qu'à partir du moment où un bâtiment, le gros œuvre est fait et qu'il est habitable, à partir de ce moment-là, la taxe d'aménagement est exigible auprès de celui qui occupe le logement. Je pense avoir terminé ma présentation. Parfait, merci. Une petite question peut-être taquine, mais qui est quand même sans doute bien réelle.
Je reviens sur la question des places de parking. Oui. Vous avez parlé de verticalité, des différentes catégories, taxes d'aménagement, pas taxes d'aménagement, etc., etc. Et quid des places de stationnement qui sont situées pour partie sous un bâtiment et pour partie en débord, mais constituant un même ouvrage. Vous avez dit qu'elle était tartine. Alors, il y a déjà une chose que j'ai peut-être pas dit, c'est que dans le cas d'un permis modificatif qui augmente la surface, Oui. en 2022, qui augmente Ouais. la surface du stationnement vertical, Mhm. dans ce cas-là, ce sont les nouvelles surfaces qui sont exonérées de taxes d'aménagement. Et sur la question... Mais en débord. Désolé. Alors les débords, j'ai un doute. Hein. Je crois qu'ils sont pris. Légitime. Mais la question c'est le débord s'arrête où? Ah, bien joué. Oui, je peux, Bon, ouais. mais je peux vous apporter une réponse Oui, bah, si on vous va voulez, voir. prochainement. Parfait, merci beaucoup. Et par contre, la taxe d'aménagement qui est majorée, c'est une question reformulée, hein, Oui. pour voir si on a bien tout compris. Est-ce que la taxe d'aménagement majorée ne pourra s'appliquer que pour les délibérations prises jusqu'en novembre 2022 Ah oui. pour une application au permis de construire délivré en 2023? Est-ce que cette formulation-là Oui, correspond à la, Oui, pour, à la réglementation? alors oui, les collectivités locales sur la majoration, elles pouvaient déjà délibérer au 30 novembre 2021, Mhm. et donc elles peuvent évidemment délibérer jusqu'au 30 novembre 2022. Jusqu'au 30 novembre 2022. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Parfait. Une toute dernière question qui est en rapport avec la date de, non pas de liquidation, mais de définition en fait, de la taxe. C'est comment vérifier l'habitabilité d'un immeuble. Est-ce qu'on devra remplir un CERFA ou un autre document qui indique que l'immeuble est habitable? Non, parce que non, ça serait l'équivalent d'une DACT. Il n'y a rien qui est prévu de plus. Rien de plus que la DACT. Non, C'est non, le- non, rien. Pardon. Ça serait la DACT, ce que vous dites. Oui. Mais il n'y a rien qui est prévu de plus que ce qui existe déjà. C'est-à-dire que Bercy applique ce qui existe dans d'autres taxes, donc il n'y a pas besoin de faire une déclaration supplémentaire. D'accord. Ok. Très bien. Merci infiniment pour toutes ces précisions. Donc, nous entamons la dernière partie de notre webinaire. Et cette fois-ci, nous allons parler de TVA et les aménagements du régime de la TVA. Et je vais passer la parole à Maître Mathieu Fermine, avocat et membre du cabinet Francis Lefebvre. Merci, bonjour. Donc, les trois points qui sont abordés, il s'agit de deux points qui sont moins liés spécifiquement à l'activité de promotion sur la TVA sur les acomptes, et puis également sur une réforme aussi très impactante pour toutes les entreprises, qui est celle de le chantier de la e-facturation et puis du reporting de données à l'administration fiscale. Et un troisième point qui est, lui, brûlant d'actualité, qui est la jurisprudence ICAD promotion. Sur la TVA sur les acomptes, d'une part, alors ça c'est un des principes de base de la TVA, du fonctionnement de la TVA, qui est amené à évoluer à compter du 1er janvier 2023, qui concerne la TVA, l'exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens, dont vous savez ou pas que effectivement la TVA est due lorsque le bien est livré par principe, et jusqu'au 1er janvier 2023 d'ailleurs, indépendamment de toute notion de paiement. Ce qui change à partir du 1er janvier 2023, c'est que les acomptes sur livraison de biens déclencheront aussi l'exigibilité de la TVA à hauteur de l'acompte. Donc la raison de cette évolution, c'est que la règle française n'est pas conforme à la directive communautaire, ce qui a été révélé dans le cadre, mise en lumière plutôt dans le cadre de contentieux récents. Et donc le Code général des impôts est adapté. Et donc, si je résume, pour une opération, on va dire, avec un acompte avant le 1er janvier 2023 et sur une livraison de biens,
et la livraison après le 1er janvier 2023, toute la TVA sera due à la livraison, donc en 2023. En revanche, pour les acomptes qui sont postérieurs au 1er janvier 2023, donc si cette même opération avait donné lieu au paiement d'un acompte à partir du 1er janvier 2023, bien le versement de la TVA au Trésor aurait été effectivement effectué en 2 fois, avec déductibilité aussi en 2 fois, une première fois à l'acompte et puis une deuxième fois à la livraison. Le deuxième point, donc je dis oui, cette règle-là, c'est vrai qu'il y a des règles spécifiques d'exigibilité de la TVA, notamment sur les VFA, notamment sur les prestations de services, donc c'est peut-être plus anecdotique dans l'activité de promotion. Mais le deuxième point, deuxième gros chantier auquel s'attelle l'administration fiscale en ce moment et qui va arriver assez vite malgré tout, c'est donc tout ce qui concerne la facturation électronique, la généralisation de la facturation électronique, qui s'accompagne aussi de la généralisation de l'obligation de transmission de données de toutes les transactions soumises à la TVA à l'administration fiscale, donc en temps quasi réel, et ainsi que des données de paiement. Donc on est là sur des opérations, mécanismes qui sont très très lourds pour les entreprises, qui vont concerner... Alors, en ce qui concerne la facturation, bien sûr, l'obligation fiscale de facturation ne s'applique qu'entre entreprises en relation B2B, mais en ce qui concerne plus généralement la transmission des données liées à ces opérations et les données de paiement, alors là, on couvre vraiment tout le champ des opérations soumises à la TVA, y compris avec des particuliers. Le principe est connu, il a été fixé puisqu'il a été voté dans le cadre d'une ordonnance du 15 septembre 2021. Le calendrier est également connu et donc ça arrive assez rapidement puisque en ce qui concerne, alors c'est un calendrier qui se déroule par étapes selon la taille de l'entreprise, comme souvent selon le type d'acteurs. On arrive plus ou moins vite au nouveau système. Pour les grandes entreprises, c'est à compter du 1er juillet 2024 qu'elles passeront effectivement à cette obligation de réception des factures et de transmission des factures et de reporting à l'administration fiscale de toutes leurs opérations. Pour les entreprises pour toutes les entreprises d'ailleurs, à compter du premier, puisque les grandes entreprises passent à l'émission de la facture à l'émission des factures en électronique au 1er juillet 2024, ça veut nécessairement dire que tout le monde est concerné par la réception de factures électroniques au 1er juillet 2024 et donc toutes les entreprises devront être en capacité de les recevoir. Mais en ce qui concerne donc le reporting, les obligations de reporting, les obligations de transmission de données de paiement, les obligations de facturation, d'émission de facture, donc pour les autres entreprises, pour les entreprises de taille intermédiaire, c'est 1er janvier 2025, et pour les PME et les micro-entreprises, donc même les micro-entreprises, c'est à compter du 1er janvier 2026. Donc, pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus parce que bien évidemment, toutes les spécifications techniques sont en cours de définition et donc il y a déjà eu un premier décalage parce qu'initialement, c'était même encore plus tôt que ça devait se produire. Donc, on en saura. Enfin, c'est un chantier qui est en cours de définition déjà pour le moment. J'en viens à la jurisprudence, à l'arrêt ICAD promotion qui a trait donc aux conditions d'application du régime de la TVA sur la marge. Alors, donc la TVA sur la marge qui est une spécificité au droit à la fiscalité française d'ailleurs, parce qu'elle est appliquée quasiment qu'en France sur les opérations immobilières. Comme vous le savez, elle découle de l'article 268 du Code général des impôts. Alors bien sûr, là je parle du système tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc en vertu de ce texte, sont taxées sur la seule marge les opérations donc, de livraison de terrains à bâtir et d'immeubles anciens également qui sont taxés sur option lorsque l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction. Alors, le champ d'application de cette taxation sur la marge, il est précisé par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 septembre dernier, qui vient en fait modifier donc précisément le périmètre de la taxation sur la marge, en redéfinissant quelque part les conditions dans lesquelles donc, on rentre dans cette taxation et en précisant qu'il s'agit en fait d'acquisition
qui sont non soumises à la TVA, je parle sur l'achat du terrain, mais qui incorporent un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Autrement dit, une TVA rémanente dans le prix d'achat. Donc, bien évidemment, c'est des hypothèses qui sont susceptibles de réduire significativement, puisque quand on passe d'un système avant où on comptait également des acquisitions tout simplement exonérées, enfin sans TVA, de terrain sans TVA, à un nouveau système où effectivement il faut qu'il y ait une TVA rémanente de deux, vous doutez bien que c'est pas du tout le même nombre de terrains qui sont concernés par cette taxation sur la marge. Il y avait un autre point pour être complet dans l'arrêt qui a été jugé aussi par la Cour de justice, qui est une question qui était posée, c'était celle s'agissant de une autre condition qui est mise pour le régime de la marge, qui est celle de l'identité entre le bien acquis et le bien revendu. Il était demandé à la Cour de se prononcer sur le point de savoir si, dans le cas où un terrain a fait l'objet de travaux de viabilité et donc d'une division, est-ce qu'on avait toujours le même, on pouvait considérer que du point de vue de la taxation sur la marge, on avait le même bien qui était acquis et revendu. C'était une question d'ailleurs qui s'était posée antérieurement, y compris qui avait été soulevée par l'administration fiscale, et qui avait dit effectivement qu'il fini par prendre position pour dire que ça ne changeait pas la nature du bien vendu, mais qui est aussi ici confortée par la Cour de justice, puisqu'elle vient préciser qu'effectivement le fait qu'il y ait des travaux de viabilisation et d'une division soient effectués ne change pas, effectivement, on reste en terrain à bâtir à l'achat et à la revente, et donc potentiellement soumise à TVA sur la marge, donc bien sûr sous réserve que la condition de présence d'une TVA rémanente dans le prix d'achat du terrain soit remplie. Alors, la raison pour laquelle la Cour se prononce d'ailleurs en ce sens, je crois que le principe qu'il y a derrière, c'est l'idée que, effectivement, quand un terrain est un bien est introduit dans le système de la TVA, la TVA sur la marge, en fait, est un traitement qui est un peu préférentiel, mais qui suppose effectivement que on applique la TVA sur la marge parce qu'antérieurement, il y a déjà eu de la TVA sur le terrain, alors que si on le revend avec cette TVA rémanente, ça aboutira à mettre de la TVA sur la TVA. Donc c'est ça derrière l'idée qui motive la position de la Cour. Alors ayant dit cela, la question qui se pose aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on en est donc à la suite de cette décision en France pour les opérations qui sont effectuées aujourd'hui, puis où est-ce qu'on va et comment sont traitées les opérations. Avec une problématique spécifique dans l'activité immobilière, qui est qu'on va s'inscrire bien souvent sur du temps long, et que donc les opérations qui ont commencé avant cette décision ICA de promotion sont susceptibles de se déboucler plus tard, ou des opérations qui sont en cours sont susceptibles de se déboucler après la mise en conformité, et que donc toute cette décision génère nécessairement pas mal d'incertitudes. Alors, en dépit donc de cette décision de jurisprudence, il ne faut pas oublier déjà d'une part qu'aujourd'hui le droit positif n'est pas constitué que de la décision de la Cour de justice, mais qu'il y a encore toujours le texte du 200, parce qu'il n'y a pas de mise en conformité qui est intervenue dans le Code général des impôts. Donc le droit positif c'est constitué quand même d'abord et d'une part de l'article 268 du Code général des impôts, de la doctrine administrative et donc la doctrine administrative des commentaires publiés par l'administration fiscale qui engage l'administration fiscale, puisque on a en droit français un principe de garantie par rapport aux instructions fiscales et au fait de les appliquer pour le contribuable de les appliquer. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que effectivement, je dirais que pour l'heure, c'est encore le statu quo. Ce qui peut inquiéter effectivement les opérateurs, c'est que ultérieurement, au moment où la mise en conformité du droit interne, parce qu'il va bien falloir qu'elle soit effectuée, soit réalisée. C'est à ce moment-là quid des opérations qui auraient été montées effectivement avec en perspective les règles qui découlaient en fait du régime antérieur, enfin actuel, quoi. Donc
pour ça, je crois qu'il faut signaler en fait aujourd'hui. Alors déjà d'une part, je parle de mise en conformité en disant que ça interviendra ultérieurement. Bon, c'est bien évidemment pas encore aujourd'hui exactement quand ça interviendra, mais nécessairement, je crois qu'on peut présumer que ça sera a priori, puisque l'affaire ICAD, bien sûr, maintenant qu'elle est passée à la Cour de justice, va redescendre à l'échelon national et donc va passer en jugement devant le Conseil d'État. Mais on peut raisonnablement penser qu'il ne peut pas y avoir de mise en conformité avant la décision du Conseil d'État, ne serait-ce que pour en tenir compte dans cette modification du Code général des impôts. Le deuxième point, effectivement, à signaler, c'est qu'il y a actuellement aujourd'hui une question écrite qui a été posée donc en date du 9 novembre à l'Assemblée nationale, effectivement, pour déjà d'une part valider, c'est toujours mieux si c'est écrit 2 fois après la publication de la décision, le fait que les commentaires donc du BOFIP et les circulaires administratifs protègent les opérations qui sont effectuées aujourd'hui, mais au-delà même de cette question liée à la garantie contre les changements de doctrine, donc par rapport à la rédaction actuelle du BOFIP, de sanctuariser quelque part les opérations qui seraient commencées avant la publication des nouveaux commentaires, et donc de maintenir la protection pour ces opérations, pour leur garantir en fait le bénéfice du régime actuel de la TVA sur la marge, y compris si elles sont débouclées quelque part après la mise en conformité et après la modification de ce régime de la TVA sur la marge qui interviendra, on ne sait pas quand. Parfait. Merci infiniment. Je pense que cette fois, ça a été à nouveau très clair. Il n'y a pas de questions particulières, sauf si quelque chose tombe dans la minute. Sinon, je me vois avec bonheur, encore une fois, de vous remercier pour toutes vos précisions sur ces différents sujets pas simples parfois, que ce soit la taxe d'aménagement, les questions de TVA, mais merci infiniment pour votre clarté. Et puis je donne rendez-vous l'année prochaine sur d'autres actualités fiscales, financières ou d'autres sujets. Merci à vous tous. Merci. Merci. Et à bientôt. À l'année prochaine. À l'année prochaine.